sur l'écoute de l'enfant dans la famille, avec ou sans juge. Ça fonctionne, vous m'entendez? Ok. Donc j'ai l'immense honneur d'animer cette table ronde et en fait je remplace au pied levé Jimmy qui a eu un impératif personnel. Donc je n'ai pas rencontré les intervenants mais j'ai quand même fait en sorte de connaître un peu ce qu'elles allaient dire et un peu qui elles étaient. Et je fais juste un très court propos introductif. Donc la parole de l'enfant, on en parle depuis ce matin, son droit à s'exprimer. Nous en parlons beaucoup dans les textes, dans les colloques, dans les prétoires, et nous sommes tous d'accord, et c'est déjà remarquable. Mais pendant que nous célébrons ce droit, une question embarrassante se pose. Savons-nous vraiment écouter? Parce que entre ce que l'enfant dit et ce que nous entendons, nos cadres de référence juridiques, psychologiques, personnels filtrent ces mots. Oui, Nicotte nous a prévenus, l'enfant ne se révèle que dans un espace où l'adulte accepte de ne pas tout comprendre. Jung nous rappelle que nos projections sont rarement conscientes et pourtant nous cherchons des réponses là où l'enfant pose simplement des questions ou dit simplement des choses. Nous analysons, décryptons, interprétons, pendant que l'essentiel nous échappe, sa parole, brute et vivante. Et puis, soyons honnêtes, si nous sommes tous ici si passionnés par la parole de l'enfant, pour le protéger, évidemment, qui parle en réalité? L'adulte d'aujourd'hui? L'enfant que nous étions? En voulant tellement que les enfants soient entendus, que cherchons-nous à protéger, à réparer, à guérir, à prendre soin d'eux? Comment créer cet espace rare où la parole de l'enfant peut exister telle qu'elle est, sans être immédiatement réarrangée selon nos besoins d'adultes, en quête de certitude et de réponse? Ou de réparation? C'est l'enjeu de cette table ronde, explorer les différentes façons d'entendre les enfants, avec ou sans juge, et interroger nos pratiques pour qu'elles servent vraiment l'enfant et pas seulement nos besoins d'adultes irrépressibles de tout comprendre. Et je vais commencer à donner la parole à Stéphanie Hébrard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, coordinatrice du pôle famille et état des personnes. Elle nous parlera de l'audition de l'enfant par le JAF, de la formation des magistrats à cette pratique, initiale et continue, et de sa propre expérience au quotidien, parce que écouter depuis le siège du juge, c'est créer les conditions pour que l'enfant devienne acteur des décisions qui le concernent. Oui, je vous remercie. Donc, effectivement, je suis juge aux affaires familiales depuis, je pense, plus de 15 ans maintenant. Donc, et l'audition de l'enfant, je la pratique depuis aussi à peu près le même nombre d'années. Et je dois dire que cette audition d'enfant, et d'ailleurs, nous en avons eu l'exemple au cours de ce matin, et grâce à l'audition de ces interviews d'enfants, ce sont des moments toujours très riches. Et effectivement, nous avons, en tant qu'adultes, beaucoup à apprendre des enfants. J'avoue qu'au départ, je n'étais pas tout à fait favorable aux auditions d'enfants, quand dans la loi est venue dire que l'audition d'enfants, c'était une étape obligée. C'est vrai que ça pouvait interroger le droit à l'enfance, la difficulté pour l'enfant à venir s'exprimer, parce que je rappelle que moi, je suis juge aux affaires familiales, je ne suis pas juge pour enfants, je ne suis pas juge pénal, on n'est pas face à un enfant victime, on est face à un enfant confronté à une séparation parentale, un conflit parental. Ça change quand même pas mal les choses. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une étape qui sera bien vécue par l'enfant? Et d'ailleurs, elles l'ont dit, et les enfants le disent,
c'est pas agréable d'aller voir le juge aux affaires familiales pour avoir à donner son opinion dans le conflit parental. C'est quelque chose qu'il préférerait éviter. Ça, je crois qu'il faut quand même le garder en tête, même si il ne faut pas s'en tenir là, bien entendu. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que cette idée de consultation des enfants, de donner la parole, écouter les enfants, effectivement, c'est une injonction qui doit nous concerner collectivement. Et j'aimerais vous renvoyer à la lecture de cette fameuse recommandation qui vient d'être adoptée en Conseil des ministres au mois de mai. En tout cas, elle a été adoptée en Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, donc au mois de mai 2025. Donc c'est une raison d'espérer des progrès aussi en interne, parce que même s'il s'agit que d'une recommandation, elle a quand même une influence politique importante. Hein. Les États, les gouvernements ont un œil dessus. Et notamment, vous verrez, bon, c'est en ligne, hein, non seulement il y a une liste de contrôles à destination des gouvernements, c'est-à-dire une liste de questions, est-ce que vous avez mis ça en place, et vous verrez que vous trouverez finalement toutes nos préconisations, on les trouve dans cette liste de contrôles, on trouve dans la recommandation l'ensemble de nos préoccupations et recommandations. Également, vous trouverez le résultat d'une consultation qui a été préalable, consultation des enfants, préalable au travail, parce qu'il y a eu une étude de faisabilité à laquelle vous avez participé, mais il y a eu aussi une consultation de près de 200 enfants, et vous allez voir, vous allez apprendre des choses. La richesse du résultat de cette consultation, qui rejoint le sentiment qu'on a quand on entend les enfants dès le plus jeune âge, de la richesse de leur pensée, la complexité et la maturité. C'est assez étonnant. Les enfants, même très très jeunes, ont une vision de la situation de leurs parents, avec beaucoup plus de recul, de maturité que les parents eux-mêmes. Donc, je vous renvoie à la lecture. En particulier, vous verrez, j'avais envie de vous le lire, concernant l'audition, les enfants disent beaucoup de choses. Il est importé aux enfants que la responsabilité des décisions incombe aux adultes. Qu'il s'agisse des parents, d'un juge ou d'autres professionnels, parce qu'ils savent faire la nuance. Ils sont conscients que leur opinion n'est pas toujours conforme à leur intérêt supérieur, qu'elle pouvait changer avec le temps et être influencée par les autres, par leurs parents en particulier, et par les circonstances. Ils comprennent que la décision ne leur appartient pas. Ils le comprennent, parce qu'effectivement, donner à l'enfant le droit de décider... Est-ce qu'on ne réalise pas une forme de violence au droit de l'enfant à être un enfant et à pouvoir faire confiance à l'adulte? Mais ils souhaitent que leur opinion soit dûment prise en compte et qu'on leur accorde le poids approprié donc, dans le processus de prise de décision, en particulier s'ils ont une opinion ferme et motivée. Donc vraiment, je vous envoie, parce que c'est assez long et c'est très instructif, et ça doit nécessairement... nourrir notre réflexion et notre pratique professionnelle. Alors, je ferme la parenthèse sur cette recommandation. Alors, concernant l'intervention du juge, alors justement, je voudrais m'adresser, vous l'avez évoqué, Madame Malvé, et je vous en suis reconnaissante, il y a quand même un petit peu un biais actuellement sur la perception de l'audition, qui n'est pas le nôtre, hein, parce que vous êtes tous, vous êtes auditeurs d'enfants, vous êtes particulièrement formés, vous avez une vision beaucoup plus large. Et bien souvent, on aborde la question du droit de l'enfant à être entendu comme étant le droit de l'enfant à être entendu par un juge. Or non, le droit de l'enfant à donner son opinion, à être associé aux décisions des adultes, c'est un droit qui concerne d'abord les parents. Et donc, je voudrais insister sur l'idée, et je m'adresse aussi à vous en tant qu'avocat, dans votre pratique professionnelle, c'est quelque chose que vous devrez, il me semble, mais on va voir, parce qu'on va peut-être travailler collectivement là-dessus, en tout cas, moi, c'est la demande que j'aurai. Dans votre pratique professionnelle, quand vous recevez des parents qui se séparent, je pense que la première des choses à évoquer avec eux, c'est est-ce que vous avez donné l'occasion à votre enfant d'exprimer son opinion? Est-ce que vous savez ce que pense votre enfant? Et effectivement, vous l'avez évoqué aussi, les parents, souvent j'appelle les parents les enfants, les parents sont persuadés, pris dans leur conflit, que l'enfant pense comme eux. Et bien souvent, d'ailleurs, nous, quand on entend l'enfant,
ils nous disent « mais c'est la première fois que je peux m'exprimer librement. Non, je n'en ai jamais vraiment parlé à papa. Non, je n'en ai jamais vraiment parlé à maman. Et je suis content qu'ils sachent ce que je vais dire aujourd'hui. » Donc pourquoi attendre que ce soit un juge qui recueille cette parole d'enfant? D'abord, ça ne semble pas normal. Et par ailleurs, c'est une forme de violence à l'égard de l'enfant. Institutionnelle en tout cas. Donc la première des choses, c'est sensibiliser les parents sur la nécessité de s'intéresser à ce que pense l'enfant. Donc là, la professionnalisation des auditeurs d'enfants, pour moi, c'est un partenaire extrêmement important, un professionnel extrêmement important qui devrait être utilisé au moment d'une séparation parentale systématiquement et vous, en tant qu'avocat, orientez vos clients, que ce soit pour un divorce par consentement mutuel ou même lorsque ça démarre sur un terrain plutôt de désaccord et donc contentieux. Est-ce qu'on a donné à cet enfant la possibilité de pouvoir dire librement, extrait donc de ses influences nécessairement, extrait du conflit de loyauté dans lequel il est plongé, est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'adultes, savoir ce que vit l'enfant? Parce que ce n'est pas tellement qu'est-ce que pense ou qu'est-ce que veut l'enfant, c'est comment il vit cette séparation. Qu'est-ce qu'il a à nous en dire? Et d'ailleurs, en termes d'outils professionnels, pour vous, ça peut être un outil extrêmement important, même un levier, puisque nous, ça peut l'être pour nous quand on a l'audition, on va en reparler, mais pour vous, un levier pour obtenir un consentement mutuel, pour obtenir des accords même partiels. Parce que souvent, les parents ne sont pas des mauvais parents, mais sont tellement pris dans leur conflit qu'ils oublient. Et que donc, parfois, quand ils découvrent « Ah, mais oui, mais on n'avait pas vu les choses comme ça ». Et peut-être que donc on peut faire autrement pour faire en sorte que notre enfant vive mieux ou que sa parole soit mieux entendue. Donc pour vous, pensez à l'auditeur d'enfant avant de penser le juge. Voilà. Donc si j'ai un message à vous faire passer, ça serait celui-là. Ça rejoint aussi l'idée d'information aux parents. Je pense qu'aujourd'hui, les parents qui se séparent ne sont pas suffisamment informés. Et là, ça rentre dans une politique publique, à mon avis, qui effectivement, et on l'a déjà dit, qui est insuffisante, de soutien à la parentalité des parents au moment de la séparation. Il y a plein de services, hein, mais en termes d'information sur les besoins de l'enfant placé en situation de séparation parentale, de quoi a besoin un enfant, quelle est la psychologie de l'enfant, le processus de conflit de loyauté. Si on pouvait expliquer ça aux parents, hein, avoir un discours cohérent, que tous les professionnels partagent. Alors ça ne veut pas dire des injonctions, ça ne veut pas dire des idées bien arrêtées, mais ça veut dire une sensibilisation. Eh bien, on éviterait aussi beaucoup de conflits. Par exemple, expliquer à une maman que si son enfant, et lui expliquer scientifiquement que si son enfant, quand il va chez le papa, il pleure, c'est pas forcément parce qu'il va mal chez papa ou qu'il est maltraité mais qu'il exprime une crainte peut-être que la maman soit malheureuse quand il partira. Il exprime une difficulté à se séparer dans un contexte où il y a séparation. Hein, donc bon, on va pas développer parce que on y mettrait des heures. Mais si on pouvait expliquer ça aux parents, on éviterait aussi beaucoup de conflits. Donc, la question de l'information aux parents en amont, le plus tôt possible. Et puis, les enfants l'ont dit, l'information aux enfants, existe-t-il aujourd'hui une information un peu cohérente, un peu construite, un peu globale, sur tes parents se séparent, qu'est-ce qui se passe? De quoi, quelles sont tes ressources? Quels sont les services auxquels... Tu as le droit d'être entendu. Qu'est-ce que ça signifie? Ils l'ont dit. On m'a dit que je devais être entendu, mais moi, je me suis fait ma propre idée. Il a fallu que je me fasse ma propre idée de ce que c'était. Donc, cette information, on la doit aussi aux enfants. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on aurait besoin déjà d'occuper ce terrain-là, de l'information en amont, le faire collectivement. Et c'est un projet que j'aurai pour le tribunal de Paris. Et on sait que si Paris fait, dans les autres juridictions, ce sera plus facile aussi. Hein, voilà. Donc, ce serait très bien qu'on puisse... je l'avance parce que ça a été validé au niveau du tribunal. On doit rencontrer le bâtonnier sur cette question-là.
Mais je vous invite en 2026, fort de cette recommandation, à faire une commission pluridisciplinaire au sein du tribunal judiciaire de Paris pour réfléchir à cette question-là, la protection de l'intérêt de l'enfant dans nos procédures de séparation parentale. Alors, il y a aussi une autre recommandation sur les procédures de placement. Mais bon, je vais limiter, bien sûr, mon propos déjà. Voilà, on va faire par petits pas. Et donc, ce serait très bien qu'on ait cette démarche-là, parce que, mais là, je fais une petite parenthèse, je le dis aussi parce qu'on l'a évoqué en réunion avec les avocats, et ils en sont convenus, il y a une trop grande conflictualité dans les dossiers à Paris. Tout le monde souffre. Parce que non seulement les enfants souffrent, les enfants vont très mal à Paris, je vous le dis, et c'est pas que le fait du Covid. J'étais à Montpellier, j'ai vécu le Covid aussi, des enfants qui scarifient, des tentatives de suicide. À Montpellier, ça arrive une fois tous les 3 ans. Ici, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc il y a un problème. Voilà. Donc les enfants souffrent. Alors je ne vais pas dire qu'on est responsable et que le phénomène est simple. C'est pas ce que je veux dire. Mais bon, les enfants souffrent, les parents souffrent. Ils sont à l'audience. C'est la guerre. Eux-mêmes en sont traumatisés. Parfois, ils sortent de l'audience traumatisés. Les avocats souffrent et nous, on souffre parce qu'on est complètement otage de ça. Donc, on n'est pas à la hauteur des enjeux de la protection de l'intérêt de l'enfant dans un débat judiciaire des affaires familiales. Les affaires familiales, on parle de l'enfant. Or, ce que j'ai constaté, à Paris plus qu'ailleurs, on ne parle pas des enfants dans le débat judiciaire. On ne parle pas des enfants. Donc là, on ne peut pas continuer. On ne peut pas laisser faire. Alors, j'en ai parlé aux collègues qui m'ont dit « Waouh, tout le monde en souffre, mais on ne va pas pouvoir, les avocats. » J'ai mis les pieds dans le plat. Et en fait, vous tous vous dites « Mais oui, c'est vrai. Et c'est pas normal, et on peut faire autrement. » Donc, 2026, on va essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout régler, mais au moins, on va y réfléchir. Et puis déjà, si on élabore un outil d'information aux parents qui se séparent ensemble, d'information aux enfants. C'est aussi un outil que vous, en tant qu'avocat, vous allez pouvoir utiliser dans vos rapports avec vos clients quand ils viennent vous voir en disant on ne va pas pouvoir élaborer une défense trop agressive parce que les attentes du juge, et c'est écrit là, c'est qu'on pense à l'enfant, l'intérêt de l'enfant, et qu'a priori l'intérêt de l'enfant, c'est qu'il ait des bons rapports avec chacun de ses parents, et qu'une attitude trop agressive peut se retourner contre vous, donc contre nous. Voilà. Donc là, je pense que déjà, si on arrive à faire ça, on aura fait une avancée et on sera mieux à même de protéger les enfants. Alors ensuite, J'arrive vers la fin. Vers la fin, en 2 secondes, parce que finalement, je pense que j'ai dit l'essentiel. Comment on fait pour entendre un enfant ? Alors bien entendu, face à l'angoisse, je vais le dire très rapidement, face à l'angoisse, on se forme. L'enfant, c'est pas un interrogatoire. Que ce soit pour vous, avocat, que pour nous, juges, l'audition d'enfant ne doit pas servir à faire la preuve d'une prétention. Voilà, déjà à partir de ça. L'enfant, on le reçoit, on lui donne l'occasion d'être entendu. Il dit ce qu'il veut dire et on ne l'interroge pas, d'autant qu'on est conscient, parce qu'on est formé, on est un professionnel, que si on demande à un enfant, si on lui pose des questions, l'enfant va essayer de répondre ce qu'il pense que vous attendez de lui. Et vous passerez à côté complètement de ce qu'il pense vraiment. Donc je ne vais pas aller plus loin, parce que je vais vous laisser. Mais voilà, déjà, première chose, on le laisse parler. Et ensuite, on peut lui poser des questions. On contextualise sa parole. La plupart du temps, les enfants, même quand ils viennent vous dire « je veux aller chez papa » ou « je veux chez maman », à la fin, ils vous disent « j'aimerais tellement que le conflit de mes parents cesse et qu'on puisse vivre tranquille. Ils se séparent, qui se séparent et qui nous fichent la paix ». Donc 80%, 85% des cas. Quand il y a une difficulté, quand un enfant dit « je ne veux pas aller chez un parent », il est tout à fait capable, quand il y a une réalité derrière, d'exprimer la difficulté relationnelle à l'origine de... Donc là, il est entendu. Il doit être entendu. Il sait dire, ou c'est difficile, mais là on est plus dans le terrain de la victimisation, c'est encore autre chose. Voilà. Donc il est entendu. Un enfant qui vous dit « je ne veux pas aller chez un parent »,
et qui ne vous donne aucun élément objectif à l'appui, c'est là que vous pouvez commencer à vous dire, c'est quand même un signal, il y a peut-être une difficulté, il y a peut-être un interdit qui est posé, qui est psychologique. Et ensuite, c'est une parole qu'on va contextualiser avec le dossier. S'il y a un très fort conflit, la parole n'est peut-être pas libre. Les éléments du dossier vont donner des indications. Et c'est là où on a besoin, et là la recommandation, je pense qu'elle va nous aider aussi, et en tout cas je l'espère énormément, en tout cas j'ai œuvré pour, il nous faut des services d'accompagnement des parents. Et dès le stade du JAF, ne pas attendre que l'enfant soit en danger pour une assistance éducative devant le juge pour enfants, qui de toute façon n'arrangera rien, voire même va aggraver les choses. Il nous faut des mesures en tant que JAF, sur une courte durée, mais très stricte, d'accompagnement des parents dès lors qu'on a constaté une difficulté, un conflit aigu dans lequel un enfant est pris. Et donc, ces mesures, c'est de la médiation renforcée, et surtout, pour le bon conflit, la coordination parentale. Et j'en aurai terminé, parce qu'une fois qu'on aura fait à peu près l'ensemble de ces éléments-là, qu'on les aura mis en place, réfléchis collectivement, eh bien, je pense qu'on aura progressé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter Jérôme Damienser, qui a un parcours qui ne rentre dans aucune case. Et c'est précisément ce qui fait toute sa force. Moniteur, éducateur, accompagnant en oncologie pédiatrique, puis avocat. Après avoir repris des études à partir du CAP, il a prêté serment à 31 ans et n'a depuis jamais cessé d'exercer pour les enfants. Spécialiste en droit des enfants et en droit des mineurs non accompagnés, président de jury pour cette spécialité, diplômé du DU Audition de l'enfant et membre de CLIA, Jérôme défend une idée simple, l'enfant n'est pas accessoire. Il est au même niveau que les adultes. Il nous parlera de l'importance de l'avocat auprès de l'enfant et de la façon dont sa formation à l'audition a transformé sa pratique. Écouter pour assister, conseiller, représenter. En 10 minutes. Je vois les gros yeux de Marion. En 10 minutes. Bonjour à tous. C'est un peu impressionnant de passer juste après Madame Hébrard, mais je vais m'y faire. Oui, je vais respirer. La participation de l'enfant aux décisions qui le concernent, c'est avant toute chose un droit. On en a entendu parler tout à l'heure. Mais avant d'être un droit, j'ai l'impression de ce que j'ai entendu que c'était surtout un besoin et que ça pouvait faire partie des besoins fondamentaux de l'enfant, au même titre que le besoin de sécurité et les autres. Et à ce moment-là peut intervenir un avocat. Mais alors un avocat qui intervient aux côtés d'un enfant qui a 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est absolument pas naturel. Personne n'imagine qu'un enfant de 8 ans ou 10 ans est son avocat. Ou alors on se dit, il a fait une connerie. Voilà. C'est pas naturel et c'est pour autant révélateur d'une problématique. Tous les enfants n'ont pas besoin d'aller voir un avocat d'enfant. Parce qu'on peut encore espérer que dans certaines familles, les choses se passent correctement, même s'il y a des séparations et des divorces. Alors l'avocat va intervenir pour écouter, pour assister, pour conseiller et pour représenter, mais tout à l'heure on faisait de l'étymologie, l'avocat, il porte la voix. Donc il est conçu avant toute chose pour parler. Et là on commence par me dire l'avocat pour écouter. Alors comment faire pour écouter un enfant ? Comment faire ? Il faut l'apprendre, parce qu'on ne sort pas de la fac de droit et on ne passe pas l'examen du barreau, on ne nous apprend pas à écouter. On nous apprend le syllogisme juridique, on nous apprend à parler, on nous apprend peut-être à facturer des honoraires, mais on ne nous apprend surtout pas à écouter. Donc choisir d'être avocat d'enfants et d'être avocat aux côtés des enfants, c'est accepter avant toute chose qu'on ne sait pas faire et qu'il faut se former. Et alors après, il faut trouver des formations. Il y a des formations qui existent, mais aucune n'est exclusivement spécifique à la profession d'avocat. Ça n'existe pas. Alors on peut suivre des formations plutôt génériques,
J'ai suivi une formation très récemment à l'écoute rogerienne. J'ai découvert un truc génial. J'ai découvert SOS Amitié. Mais on peut en tirer tout un tas d'avantages. Parce qu'on peut appliquer ce qu'on apprend et qui peut être utilisé ailleurs. On peut l'adapter et l'appliquer à notre métier. J'ai suivi une formation à la programmation neurolinguistique, c'est pareil. Aller se poser la question de la valeur du mot que j'utilise dans la tête de l'autre, c'est pas quelque chose qu'on apprend à la fac de droit ou ailleurs. Et puis dans le cadre du DU, on a eu une formation au protocole NICHD. Et là, c'est pareil. On sort de cette journée de formation et on se dit wow, pendant 15 ans, j'ai fait n'importe quoi. Mais on peut, comme ça, s'autoriser à changer sa pratique, à l'adapter et à poser des questions différemment. Alors, écouter, pose une autre question, parce que ça n'est pas que la personne qui écoute, c'est comment créer les conditions d'une écoute de qualité. Assister un adulte, être l'avocat d'un adulte, c'est totalement différent qu'être l'avocat d'un enfant. Et on peut peut-être se poser la question d'adapter les modalités pratiques de notre exercice de la profession. Par exemple, quand on reçoit un adulte, on l'a en face de soi dans un bureau, etc. On pourrait peut-être se poser la question de savoir si, lorsqu'on reçoit un enfant, c'est utile de prendre des notes. Est-ce qu'on doit être rivé sur notre feuille de papier avec notre stylo ? On peut aussi se poser la question, et ça c'est Lorraine qui a éveillé notre curiosité sur la question, est-ce qu'on ne pourrait pas enregistrer les entretiens qu'on a avec des enfants dans le cadre de nos cabinets pour ensuite les retranscrire ? On n'est pas obligé de garder ces enregistrements. Il faut se poser des questions d'ordre déontologique, mais est-ce que ça ne nous permettrait pas de pouvoir revenir ensuite sur ce qui a été dit, avec le ton, avec les mots, etc. Voire même d'enregistrer ces entretiens en vidéo, puisque au Canada, vous le faites, qui nous permettrait aussi d'accéder à tout le langage non verbal qu'on ne peut pas avoir sur une feuille de papier quand on a pris des notes, et sur lequel on peut passer totalement à côté pendant l'entretien si on est accaparé par le fait de prendre des notes. C'est aussi la question de se dire si on doit vraiment recevoir des enfants dans un bureau. Pour moi, à Tours, c'est terminé. Je ne reçois plus dans un bureau. J'ai une pièce. On avait ce qu'on appelait au moment de notre demande d'installation à Tours la jurisprudence d'ESCO. C'était un bâtonnier à l'époque qui refusait les inscriptions à l'ordre si il y avait des canapés dans les cabinets d'avocats, parce que ça pouvait sous-entendre certaines choses. Aujourd'hui, j'ai des canapés au rez-de-chaussée dans la pièce pour recevoir des enfants, et pas forcément des bureaux, et j'ai une chaise qui tourne. Ça change pas mal de choses. C'est aussi la question de savoir si on peut se déplacer sur les lieux de vie des enfants, parce qu'on leur demande toujours d'aller à droite et à gauche. Ils vont aller à l'UAPED, ils vont aller voir leur réphaseux dans son bureau, ils vont aller voir le policier dans son commissariat, etc. Là, pour une fois, il y a un professionnel qui peut venir à eux et discuter avec un enfant qui a envie de vous montrer sa chambre chez un assistant familial. C'est quand même complètement différent et on peut créer le lien totalement différemment que de le recevoir dans un cabinet d'avocat. Une fois qu'on a écouté, l'avocat a un premier rôle, c'est celui de conseiller. Et je me pose une question, c'est est-ce que l'avocat d'enfant peut conseiller un enfant ? Est-ce qu'il doit conseiller un enfant ? Et si oui, comment le faire ? Parce que le rappel du sujet, c'est l'enfant dans sa famille, donc j'ai plutôt limité ma réflexion aux affaires familiales, et pas ni au pénal, ni à l'assistance éducative. Et dans le cadre des problématiques liées aux affaires familiales, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit conseiller un enfant ? Parce que
le vrai conseil avec un enfant, est-ce que ça ne serait pas plutôt de lui permettre d'abord d'exprimer ce que lui estime être le mieux pour lui? Et donner un conseil à un enfant, ne serait-il pas déjà porter une analyse et un jugement sur ce qui est bon pour lui, par le biais de ce que nous, on a pu vivre personnellement? Alors, l'avocat qui assiste un enfant, il ne peut pas dire les choses à la place de l'enfant. L'objectif, c'est de lui permettre de s'exprimer, de pouvoir dire, lui, ce qu'il estime être le mieux pour lui. Et le meilleur conseil qu'on peut donner à un enfant, c'est sans doute peut-être de lui permettre de se le donner lui-même et de le trouver lui-même. Et donc, on peut mettre des actions en place, notamment parler des besoins, évoquer les besoins avec ces enfants qu'on reçoit, notamment sécurité, santé, développement physique, affectif, intellectuel, et susciter avec l'enfant une analyse. Et c'est lui qui va trouver ce qui est le mieux pour lui. Par exemple, hier, j'ai eu un entretien avec 2 frères, donc séparément, forcément qui sont amenés par un des parents. Ça ne peut passer que par là. Peut-être sur les conseils d'un avocat, mais au moins accompagné par un des parents. Et Lélé, avec qui je me suis entretenu hier, il a 12 ans. Et en fait, c'est très compliqué de lui donner un conseil, parce qu'il m'explique tout à la fois que sa mère le frappe, qu'il ne l'a pas vu depuis 6 ou 8 mois parce qu'un jour, elle a décidé de le mettre dehors, et au lieu de lui dire ah bah, « comment ça, elle t'a mis dehors ?» je vais plutôt lui dire bah, « explique-moi, raconte-moi tout entre le moment où elle te dit dehors et le moment où tu es dehors ». Et il m'explique qu'il a attendu sur le trottoir avec sa valise, avec ses affaires, que son père vienne le chercher. Mais il ne sait pas s'il veut être entendu par le juge. Parce qu'il sait que ce qu'il va dire va pouvoir avoir une certaine importance et va pouvoir faire pencher la balance. Sauf que chez cette mère, il y a sa grande sœur. Et donc, du coup, c'est à lui de trouver ce qui est le mieux pour lui. Entre révéler ce qui s'est passé, ce qui va engendrer une rupture de lien avec sa sœur, puisqu'elle vit chez sa mère, et ne pas demander son audition et s'en remettre aux adultes, c'est-à-dire le juge, ses parents et les avocats de ses parents. Mais alors, qui je suis en tant qu'avocat d'enfant pour venir lui dire « bah non, moi je te conseille de demander ton audition, je te conseille d'aller raconter ce qui s'est passé, bah oui, tu verras plus ta sœur, mais bon, tu t'es fait frapper, quoi. » Moi, je suis personne pour dire ce qui est le mieux. Enfin, c'est assez compliqué. Hein. Donc, le mieux, c'est encore de faire confiance à cet enfant et on se dit que c'est pas parce qu'il a 12 ans qu'il ne sait pas ce qui est mauvais pour lui ou ce qui est bon pour lui. Au contraire. Comment ? On va garder le temps de questions-réponses. Il y aura une demi-heure. Si nos intervenants... C'est lui qui a mis une demi-heure de retard. Alors, on en discutera après, du coup. Peut-être même en cas de violence ou pas même en cas de violence. Mais effectivement, la question se pose. Est-ce que même en cas de violence, on doit se taire ? Ou on doit le laisser trouver ce qui est le mieux pour lui ? Bon. Le sujet de cette table, c'était entendre l'enfant avec ou sans juge. Alors, je ne suis pas juge, hein. Et en tant qu'avocat, j'ai envie de me poser une question. C'est pas avec ou sans juge, c'est faut-il entendre l'enfant avec ou sans avocat ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que des voix s'élèvent autour de la notion d'interlocuteur unique. On en entend de plus en plus parler, l'interlocuteur unique, parce qu'on imagine que l'enfant a beaucoup d'interlocuteurs entre l'éducateur, le RFASE, l'avocat, le psychologue, etc., et qui voit beaucoup trop de gens. Bon, peut-être, j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste. Mais donc, du coup, l'interlocuteur unique, mais qui est le mieux placé que l'avocat pour être l'interlocuteur unique de l'enfant, en réalité ? L'avocat, il est soumis au secret professionnel. L'avocat, il doit respecter une déontologie. Il a l'obligation d'être indépendant.
il ne peut pas faire copain-copain ni avec les parents, ni avec les avocats des autres, il a l'obligation d'exercer de façon indépendante. Il a en plus la possibilité de représenter et d'assister l'enfant, et il a le pouvoir d'alerter et de saisir le juge, le parquet, la CRIP, etc. Et il a été formé juridiquement pour pouvoir le faire. Et il peut porter la voix de l'enfant et parler avec cet enfant. Donc, en réalité, qui est mieux placé que l'avocat pour assister l'enfant dans le cadre d'une audition ? Je ne sais pas, mais je ne vois pas mieux que l'avocat pour intervenir. Il peut, et c'est là qu'on a quelque chose à jouer dans nos pratiques, être l'interlocuteur unique, et cela peut se traduire par plein de choses différentes. Quand vous suivez un enfant, si vous avez une politique à l'intérieur de votre barreau d'avocat unique pour le mineur, il va pouvoir intervenir sur tous les aspects qui vont nécessiter son intervention. L'avocat, il peut aussi prendre la peine de se déplacer au conseil de discipline si l'enfant le veut. Il peut, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un enfant qui refuse d'aller voir le psy parce que, en fait, il ne refuse pas d'aller voir un psy. Ce qu'il refuse, c'est que ce soit sa mère ou son père qui l'accompagne chez le psy. Bon, bah, c'est pas mon boulot, mais le cabinet étant à côté, je l'accompagne chez le psy. À partir du moment où les parents disent OK, il n'y a pas de souci. Ça peut être accompagner un enfant à une réunion, un adolescent à une réunion d'information sur le recrutement à l'armée de terre, ce qui m'est déjà arrivé, où la REFASE est en vacances, il y a une visite de préadmission au foyer, eh ben, l'avocat peut y aller. Si l'avocat veut devenir l'interlocuteur unique, il peut devenir l'interlocuteur unique, tout en respectant ses règles de déontologie. Alors, est-ce que pour autant c'est possible d'entendre l'enfant sans juge ? Parfois oui, parfois non, et certainement parfois non, mais parfois oui, et je vais conclure là-dessus, et ça vous permettra ensuite d'enchaîner sur l'auditeur d'enfant amiable. C'est l'exemple du divorce par consentement mutuel. Et il m'est arrivé très récemment, pas en tant qu'avocat d'enfant, mais en tant qu'avocat d'un des parents, d'identifier une problématique de type dépendance alcoolique dans le couple qui provoque une séparation et un divorce. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, généralement, les parents sont occupés par leur propre conflit et s'imaginent que les enfants veulent, acceptent et adhèrent à ce que eux estiment être le mieux pour eux. On peut aussi avoir recours à l'audition d'un enfant sans forcément passer par le juge. À partir du moment où les avocats décèlent des situations dans lesquelles il serait peut-être pas inutile d'entendre l'enfant, ils peuvent aussi faire preuve d'un peu d'autorité et dire à leurs clients « Ok, on va faire le divorce par consentement mutuel, c'est la meilleure solution, c'est une solution amiable, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vous demande d'accompagner vos enfants chez un auditeur d'enfants. » Et on l'a fait récemment avec une auditrice magnifique de Loir-et-Cher qui a pu procéder à l'audition des enfants, restituer la parole des enfants aux deux parents dans le cadre d'un entretien de restitution. Et ça a permis au moins pour une fois de permettre aux enfants de savoir ce qui se passait, d'entendre ce que leurs parents allaient décider dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel et de pouvoir se livrer à une personne neutre, indépendante, impartiale, dont l'objectif est simplement de les écouter et de restituer leurs paroles. Et on a évité une demande d'audition judiciaire qui nous aurait fait basculer sur un divorce où on aurait dû saisir un juge. À une époque où on parle beaucoup de flux et il faut les réduire et où les délais s'allongent, c'est quand même pas un luxe. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vous présente Séverine Millet. J'ai demandé à chacun de me faire un petit topo et Séverine a commencé par écrire qu'elle est fille d'institutrice, avant de dire qu'elle est avocate et auditrice d'enfants et présidente de l'ANAI. Donc, fille d'institutrice, autant dire qu'elle a grandi avec l'idée que la parole de l'enfant compte vraiment. Avocate depuis près de 20 ans, elle exerce principalement en droit de la famille, après un passage par le pénal et le droit des étrangers.
diplômée de la première promo du DU Audition de l'enfant à l'Université catholique de Lille, à Issy-les-Moulineaux. Elle a passé ce diplôme parce qu'elle ne supportait plus de voir les enfants réduits à des objets de négociation dans les dossiers. Et donc, tu vas nous parler de l'audition sur délégation, les pratiques selon les tribunaux et les partenariats que vous avez développés avec l'ANAE. Absolument, merci Catherine. En 10 minutes, j'aurais été... Alors Catherine, tu sais que quand on demande à un avocat d'être bref, c'est très audacieux. Alors en 5 minutes. En général, quand un avocat te dit « je serai bref », il ne l'est pas. Mais je vais me tenir aux 10 minutes et je compte sur toi pour me faire un petit signe. Oui, mais bon, des formations professionnelles. Je veux dire, effectivement, aujourd'hui, donc déjà, je tenais à remercier la CLIA, l'IDFP et l'Université catholique de Lille de m'avoir convié aujourd'hui à ce magnifique colloque. Alors, il m'a été, en effet, demandé d'intervenir en ma qualité de présidente de l'ANAE, qui est une association qui regroupe les auditeurs d'enfants diplômés qui interviennent sur tout le territoire français. Alors moi, je suis effectivement diplômée et j'en suis très fière de cette première promotion de ce diplôme qui est ici. Alors, sous l'impulsion de Madame Hébrard, que je remercie encore, l'ANAE a été amenée à souscrire, à conclure plus exactement, une convention avec le tribunal judiciaire de Montpellier pour mettre en place des auditions déléguées. Puis, s'en est suivi une nouvelle convention avec le tribunal de Beauvais et en dernier lieu avec le tribunal de Compiègne. Donc, en 1 an et demi, déjà, des auditeurs d'enfants diplômés ont entendu environ 150 enfants. Donc, voilà, les choses commencent à changer. Alors, je ne vous ferai pas un cours de droit sur le contexte juridique de l'intervention de l'auditeur d'enfants, ainsi que Madame Hébrard en a parlé sur les cas d'audition, tant par le juge aux affaires familiales que le délégué. Donc, c'est principalement dans le cadre de séparation parentale, mais ça peut être aussi dans le cadre de fixation de droit de visite et d'hébergement des grands-parents, sur délégation de l'autorité parentale. On a aussi des auditions sur l'adoption ou encore lorsqu'une indemnisation est envisagée et d'être allouée à un mineur victime. Très rapidement aussi, mais c'est important, c'est que l'auditeur d'enfants respecte une déontologie. Donc, je rappellerai brièvement l'indépendance, la neutralité, l'impartialité, la loyauté et la confidentialité. Mais comment parler le mieux de l'audition déléguée? C'est d'expliquer comment se déroule une audition par un auditeur délégué. Alors tout d'abord, nous, on n'a pas connaissance du dossier ni de la procédure pour parfaire notre neutralité. On a juste quelques informations, savoir le nom des enfants, leur âge, et s'il s'agit d'un droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un divorce, hors divorce, ou dans le cadre du droit de visite et d'hébergement des grands-parents. Chose importante, c'est que dans le cadre des conventions qu'on a signées, on a prévu l'assistance systématique d'un avocat. Et d'ailleurs, je vois dans l'assistance une avocate d'enfants de Montpellier qui a assisté à des auditions déléguées. C'est très important parce que ça veut dire qu'effectivement l'avocat a reçu l'enfant avant et que cette assistance, cette collaboration est très importante justement pour permettre au mieux à l'enfant de libérer sa parole. On a vu aussi que les enfants n'étaient pas très informés justement de ce que c'était qu'une audition ou une audition déléguée. C'est la raison pour laquelle nous, on a établi une petite BD pour que les enfants, à hauteur d'enfants, puissent comprendre ce que c'est d'être entendus par un inconnu. Alors, il y a eu d'abord la phase d'accueil où on doit se présenter à l'enfant et présenter le cadre. Parce qu'on voit, quand on a entendu les enfants, qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir pas forcément compris comment ça allait se passer, ce qu'il en était. Ils se doutent très bien de pourquoi ils viennent, en général, c'est dans le cadre de séparation parentale, mais c'est important de poser le cadre à l'enfant, de lui expliquer qu'on est auditeur d'enfant, que le juge nous a demandé de l'entendre à sa place, que c'est pas nous qui prendrons la décision, que le juge prendra sa décision selon un certain nombre d'éléments, mais notamment en fonction de ce qu'il pourra dire. Alors il pourra faire part de ses souhaits,
de ses besoins, de ses ressentis, et on lui explique tout de suite que aussi c'est son moment. Il est aujourd'hui avec son avocat, un auditeur d'enfant qui est là pour l'entendre, et que c'est aussi l'occasion, s'il le souhaite, de faire passer des messages à ses parents. On lui explique qu'on va prendre des notes. Alors, il y a tout un débat sur la prise de parole, mais nous, on prend des notes in extenso. On lui dit qu'on prend des notes parce que sa parole est précieuse. Chaque mot a son importance. Et que le juge qui n'est pas là, il doit connaître justement les mots précis, et que nous établirons à l'issue de cette audition un compte-rendu. On lui explique bien aussi que ce compte-rendu, il va être adressé au juge, et que, bien évidemment, ses parents auront connaissance des termes de ce compte-rendu. Et à la fin de cette explication du cadre posé, on lui dit aussi que si, à l'issue de l'audition, il ne veut plus rien dire, finalement, eh bien, nous respecterons son choix. Et enfin, on lui demande de confirmer s'il veut toujours être entendu. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé qu'on me dise non, mais encore une fois, on lui laisse le choix de dire finalement, je ne souhaite pas être entendu. Alors, par la suite, il y a une phase qui est très importante, c'est la phase de mise en confiance, où l'on pose des questions, où on demande à l'enfant de se présenter sur sa vie scolaire, extrascolaire, ses copains, s'il a des frères et sœurs, etc., ce qui permet justement à l'enfant de pouvoir se présenter et être en confiance. Puis bien évidemment, on passe au sujet, la raison pour laquelle ils sont venus, par des questions ouvertes, bien évidemment, dans un cadre bienveillant. Je précise, puisque ça avait été l'inquiétude notamment des avocats d'enfants quand on a commencé les délégations, que nous n'avons pas de grille de questions. Nous n'avons pas des questions types, et qu'en fait, on a des questions ouvertes, et que chaque audition est différente, et que c'est en fonction justement de ce que l'enfant nous dira. Élément très important, c'est qu'on note au terme de dans le cadre de notre compte-rendu, le non-verbal. Parce que le non-verbal, c'est important, et les silences. Le non-verbal, ça peut être un enfant qui se tortille, qui sortit les doigts, ou qui a des larmes qui le viennent. On le note. On note aussi les silences, et je me souviens justement quand j'avais passé ma soutenance, c'était Anne-Marion Decaillé qui m'avait fait passer ma soutenance, et elle m'avait posé une question en me disant « Et si un enfant, finalement, décide de ne pas parler ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en dis ?» Et donc, de manière très auto-centrée, je lui avais dit, c'est peut-être parce que j'ai mal entendu l'enfant, je ne l'ai pas mis en sécurité. Et elle m'avait dit quelque chose qui me suit depuis 3 ans et demi, parce que c'est vraiment très important. Elle m'a dit, ne pas dire, c'est dire. Et effectivement, les silences, parfois, ont plus de poids que les mots. Et c'est très important d'indiquer les silences dans les comptes rendus. On évoque toutes sortes justement d'éléments sur le droit de visite et d'hébergement, et parfois le lieu médiatisé. Et comme je vous le disais, c'est l'occasion aussi à l'enfant de faire passer des messages. Donc ça peut être « Arrête, maman, de dire du mal de papa. Arrête, papa, de me faire passer pour un messager. Arrêtez de crier devant moi. Arrêtez de vous disputer. » Parce que parfois, cet élément-là est plus important pour l'enfant que de savoir s'il va être chez papa, chez maman, le mercredi, est-ce que ça sera le jeudi ou le vendredi, etc. C'est parfois les messages qu'ils entendent passer qui sont le plus importants pour les enfants. J'ai entendu aussi une jeune fille qui avait 15 ans et qui était très en souffrance. Et en fait, elle, ce qui était important pour elle, c'était d'avoir un temps de qualité avec son père. C'était pas, elle s'en fichait de si c'était une garde alternée ou pas. C'était qu'on avait une mère vraisemblablement un petit peu trop envahissante, voilà, et qu'elle n'avait jamais de temps seule avec son père. Et en fait, c'est ce qui lui faisait le plus de mal, qui la rendait triste. Et c'était son message à elle. Donc, à l'issue de l'audition, on relit les notes. L'avocat peut faire des observations. Il peut poser des questions qui sont bien évidemment retranscrites. Alors, la phase de relecture, elle est intéressante dans le sens où, quand l'enfant s'entend, ça peut ouvrir à une deuxième phase d'audition
puisque ça lui laisse peut-être, je ne sais pas, plus de courage pour parler de choses parfois plus compliquées ou parfois plus graves. Et on prend des notes de nouveau et encore une fois, on relit avec lui pour qu'il valide les termes de l'audition. Malheureusement, on est amené, que ce soit à Montpellier, à Beauvais ou à Compiègne, d'entendre des enfants qui sont victimes de violences psychologiques, de violences physiques. Alors très souvent, et dans la majorité des cas, il y a déjà des procédures en cours, que ce soit des procédures devant le juge aux affaires familiales depuis quelque temps, JDE, ou en matière pénale. Néanmoins, il est prévu au terme de la Convention que, bien évidemment, si l'auditeur, que l'enfant révèle à l'auditeur l'existence d'infractions pénales ou de danger immédiat, parce que je pense que c'était pour rebondir aussi sur la question du danger, l'auditeur se doit bien évidemment d'en référer immédiatement au juge des affaires familiales qui prendra le relais. Donc, en conclusion, si je suis dans les temps, voilà, tu vois. Ouais, je sais. Bon, après, j'ai encore 3 pages. Hein. Non, ça va. Okay. Alors, oui, d'accord. Non. L'audition d'enfants, alors que ce soit dans le cadre de délégation judiciaire ou dans le cadre AMIA, vous l'aurez compris, c'est une expérience absolument extraordinaire. Et chaque audition est différente. À la fin de chaque audition d'enfant, moi, je le remercie. Je le remercie pour son courage et sa confiance. Parce qu'il faut le dire quand même, c'est pas facile pour un enfant de venir au tribunal. Il sait qu'il y a une procédure, il connaît parfaitement les enjeux. Il doit venir devant quelqu'un qu'il ne connaît pas, une inconnue, qui en plus ne va pas prendre la décision, et pour parler de choses personnelles et intimes. Alors justement, l'auditeur, et ça c'est important, par sa formation, adopte une posture neutre, impartiale et bienveillante, afin justement de permettre à l'enfant, certes, de faire part de ses besoins et des souhaits pour que le juge puisse prendre sa décision, et la décision aux décisions qui le concernent, mais encore plus largement pour faire part de ses ressentis. Et donc, c'est lui laisser une place, lui laisser sa place, et rappeler que dans le cadre de séparation parentale notamment, l'enfant doit être au cœur du sujet, et non pas un sujet, ni un sujet de pression. Et rappeler aussi aux parents qui ont une responsabilité que la décision doit être prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant, ou pour reprendre les termes de Madame Rossignol, pour le meilleur intérêt de l'enfant. Alors pour conclure, je laisserai en fait le dernier mot aux enfants que j'ai entendus, parce que l'objet de cette table ronde, c'est l'art de se taire pour écouter les mots d'enfants. Donc, je vais me taire et je vais être le passeur de parole des enfants que j'ai entendus, puisqu'en fait, à l'issue de chaque audition, je pose toujours la même question. C'est comment te sens-tu à l'issue de l'audition? Alors, on n'avait pas eu tout à fait cette question, mais comment te sens-tu? C'est une sorte de baromètre émotionnel pour savoir comment il l'a ressenti. Alors, un exemple de 3 enfants, Théo, 15 ans. Pas forcément très bien, mais j'espère que ça va bouger les choses. À ce point-là, je ne peux plus qu'espérer. Ce n'est pas forcément agréable de dire ce que l'on ressent quand on a l'habitude de cacher ce que l'on ressent et de montrer qu'une partie de ce que les gens veulent voir. Et je lui ai demandé, as-tu l'impression de ne pas être entendue? Souvent. J'ai souvent demandé à être entendue. J'ai été entendue, mais pas écoutée. Ce n'est pas la même chose. J'espère que quand ma mère va lire le compte-rendu, ça lui fera quelque chose. Elle avait dit une fois que ce n'était pas ma colère, que ce n'était pas moi qui parlais. Zélie, 17 ans, je ne vois pas trop l'intérêt de venir à la justice pour régler ce problème. Ils auraient pu se mettre d'accord pour savoir si on fait une semaine sur 2. Et Zélie a tout à fait raison, d'où l'audition amiable. Cameron, 13 ans, bien, ça m'a aidé à vider mon sac et de dénoncer ce qu'il faisait là-bas. Et enfin, pour conclure, Mathis, 11 ans. Au début, j'étais stressée. Maintenant, je suis soulagée car c'est passé. J'ai été entendue, ça va être transcrit et peut-être que ça changera les choses. Merci.
Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'audition amiable avec Lorraine Fillon. Je ne sais pas s'il faut encore te présenter, mais allons-y. Formatrice, médiatrice familiale, auditrice d'enfants, vice-présidente de CLIA, qui nous vient du Québec. Et tu as, et c'est pas, si, pardon, 40 ans de carrière à écouter des enfants de parents séparés, 40 ans à promouvoir l'importance de faire intervenir l'enfant, son droit et son besoin, 40 ans à promouvoir l'importance de se former pour auditionner l'enfant avec bienveillance et compétence. Et me dit-elle, sa carrière n'est pas finie, Lorraine est toujours au boulot. Je ne suis pas encore en déconstruction. Alors à toi. Oui, dire un mot. On va entendre Miliane, 14 ans, qui a été auditionnée il y a déjà 2 ans et qui va vous dire dans ses mots qu'est-ce que ça lui a donné, apporté cette audition. Moi, ça a été ma première. C'était la première fois que je parlais à quelqu'un d'autre de ce que je ressentais, de ce que je voulais. Donc, je pense que ça m'a permis de comprendre le sentiment, d'en parler, puis que ça fait du bien, puis que c'est le fun, puis que tu as le droit de t'exprimer, puis de dire ce que tu aimerais ou ce que tu n'aimerais pas. Parce que c'est difficile dire directement à ton parent, mettons, je préférerais aller habiter avec ma mère au lieu de mon père ou quelque chose comme ça. Fait que quand c'est apporté par quelqu'un d'autre, c'est plus facile selon moi, puis ça rend le contact moins gênant ou frustrant. Fait que, ouais. Maintenant, en quoi le service, tu penses, a été utile à tes parents? Je pense que le service a été utile. Parfois aussi, quand dans l'émotion, puis tout, les mots peuvent être dits de la mauvaise façon ou ce que tu ressens peuvent être dit de la mauvaise façon. Donc, je pense que le fait que quelqu'un d'autre le dise dans les bons mots a pu être plus utile et moins frustrant ou visé sur mes parents. Fait que je pense que ça a pu comme calmer la situation puis rendre ça plus neutre et non une attaque. Alors, donc, le droit de m'exprimer, c'est un documentaire que je suis en train de réaliser. On a lancé une invitation Facebook à des enfants qui avaient été auditionnés. Donc, c'est en route, mais Méliane a accepté que vous puissiez l'entendre. Donc, je suis, jusqu'à présent, tous les enfants que j'ai interviewés, c'est positif. Et ça revient souvent, le fait que j'ai compris que j'avais le droit de m'exprimer, de parler en pleine confiance, de parler à une personne extérieure. On en a parlé tout à l'heure aussi, plus tôt dans la rencontre, le fait que ce soit une rencontre sympa. Même des enfants m'ont dit c'était cool, expression que les ados aiment beaucoup, cool, très cool, de trouver les mots pour dire à mes parents, et cela a diminué le stress. Alors donc, ce que je voulais vous dire, je suis moi-même auditeur d'enfants donc depuis des années. Maintenant, qui est cet auditeur-là? On enseigne et on espère trouver des personnes, et je pense qu'il faut l'être, une personne humble, une personne qui n'est pas sachant, qui n'a pas de projet. Et ça, c'est extrêmement difficile de travailler dans la posture, et c'est pour ça que les analyses de pratique sont importantes. Donc, de ne pas avoir de projet pour l'enfant, parce que surtout, plus quand l'enfant est souffrant et nous transmet sa souffrance, c'est difficile aussi de ne pas interpréter, hein, c'est un défi, et aussi de vouloir faire quelque chose pour lui. Alors donc c'est vraiment notre devoir, c'est de l'aider à s'exprimer. Disons, une personne aussi qui va prendre le temps
et qui va être patiente parce que des fois les silences, effectivement, on en parlait avant. Oui, être un passeur de parole, je pense que c'est Séverine qui disait ça. Excusez-moi, c'est aussi ça quelque chose, de ne pas orienter le contenu de ce qu'il nous dit, de développer, moi j'enseigne ça aussi, on parle de, oui, les silences de l'enfant, mais aussi nos propres silences. Quand on pose une question, il y a une grande étude canado-américaine qui a été faite quelques années qui s'appelle « Have a voice, not a choice ». Et les enfants disaient, toutes ces personnes qui nous questionnent beaucoup n'attendent pas les réponses. Donc, on en pose une deuxième, pensant que c'est mieux, mais pour l'enfant, c'est une deuxième. Il cherche effectivement à plaire à l'adulte et pour lui, c'est deux réponses à donner. Alors donc, nous développer l'art de nous taire parce qu'on parle beaucoup, facilement. Ici en France, pour vous, c'est tellement facile pour vous de parler, donc, et vous parlez très bien, donc, mais développer l'art de se taire. L'autre, d'utiliser, on l'a dit, des questions ouvertes. Une autre chose, moi, qui me frappe, parce que justement, j'ai une audition justement à mon retour, parce que je pars demain, je rentre au Canada demain, et j'ai une audition la semaine prochaine. Et quand on regarde avec les parents, quand est-ce qu'effectivement ils vont amener l'enfant, ils vont des fois choisir le moment qui leur convient eux. Et je dis, mais est-ce qu'on peut choisir le moment pour l'enfant? Le moment, ça voulait dire la période de la journée, l'heure à laquelle ça va se dérouler. Je me souviens d'un enfant que j'ai auditionné et que j'ai appris après coup que c'était l'heure qui était pour lui très, très importante de ses cours de piano et même qu'il y avait un concert, etc. Mais les parents ont dit, bon, c'est pas grave, il va manquer ce concert, il va venir rencontrer Lorraine. Alors, donc, les réflexions que ça m'amène depuis quelques années, c'est que, évidemment, l'enfant a une vision différente du monde et c'est ça aussi qui choque ou entrechoque. C'est beau de créer un espace de participation, mais il faut aussi un peu comme Monsieur Delamarre en a parlé, dans ce paradigme qu'on a que l'enfant n'est pas capable, que l'enfant n'a pas la maturité, etc. Donc, il y avait une petite fille qui me disait, moi, je veux, chez nous, on dit commander quand on va au restaurant, une commande, et elle dit, je suis pas comme, je suis pas une demi-portion comme au resto, parce qu'on a des petits repas pour les enfants, et j'aimerais commander moi-même mon menu, mon repas principal, au lieu que mes parents parlent pour moi. Et c'était quelque chose. Donc, ce serait bien qu'on ait un statut professionnel, les auditeurs d'enfants, pas juste ici en France, mais au Québec et ailleurs dans le monde, parce qu'on travaille aussi, on réfléchit sur un DU à l'étranger, hein, un diplôme universitaire. On a développé, vous avez développé en France, mais on l'a adapté et on l'a au Québec, une charte déontologique, ça c'est important. Mais l'autre chose, moi, qui me préoccupe, c'est que dans le moment, le service d'audition amiable, un peu partout où il s'est développé, bien, il faut payer pour l'avoir. Même si on dit, ça coûte moins cher que d'autres services, je pense qu'il faudrait réfléchir à l'offrir aux plus démunis, les gens qui n'ont pas les moyens de payer justement pour avoir un auditeur. Donc, une chose aussi que je voulais partager avec vous, c'est que je regarde tous les critères qu'on demande pour être admis, que ce soit au DU ou que ce soit dans d'autres cursus professionnel, merci, c'est que moi, une chose que je cherche quand je fais de l'analyse de pratique aussi, c'est que je dis, est-ce que vous aimez les enfants? Parce que je pense que pour faire ce métier, et c'est pour ça que je suis encore là, avec plus de 70 ans maintenant, c'est de dire que est-ce qu'on aime l'enfant? Aimer l'enfant, c'est être déconcerté. Il va effectivement nous amener sur des sentiers qu'on n'attendait pas. Alors, donc, moi, je voulais vous conclure, c'est que par un poète québécois qui a écrit quelque chose de très chouette sur, justement, les enfants, et qui disait que rien n'est plus grand comme
les petits, rien n'est grand comme les petits, pardon, c'est tellement vrai que tous les êtres humains, l'enfant est le seul qui exige qu'on se mette à genoux pour s'élever à sa hauteur. C'est pas mal, hein? Alors, d'ailleurs, on en parle dans un colloque, je pense qu'il y a eu récemment sur être à hauteur d'enfant. Ce que nous apporte l'enfant, l'innocence, la créativité, l'émerveillement, la transparence, l'espérance. Si vous faites ce métier comme moi depuis 40 ans, et ça, c'est extraordinaire, c'est quand vous avez vraiment, comme disent les enfants, je me suis vraiment sentie entendue, attendez-vous à recevoir des câlins. J'en ai eu des jeunes enfants, des merci, beaucoup de merci. Merci de m'avoir entendu vraiment. Merci d'avoir pris un bout de mon chagrin. Merci de m'avoir permis de parler à mes parents. Merci de m'avoir aidé à trouver des mots pour le dire. C'est pour toutes ces raisons maintenant que j'ai plus de 70 ans, que je continue de faire ce métier que j'adore. Merci. Continue encore longtemps, Lorraine, s'il te plaît. Oh, je sais pas, je vais pas regarder. Ouais. Et on va terminer par Catherine Porge d'Orange avec l'écoute des enfants en médiation familiale, favoriser le dialogue entre parents et enfants. Alors Catherine est avocate, médiatrice familiale et auditrice d'enfants, chargée des auditions JAF à l'antenne des mineurs de Paris, administratrice de CLIA. Elle enseigne aussi dans le DU audition de l'enfant et aussi à la santé mentale, à la Ligue de la santé mentale. De la santé Ligue mentale. française de santé mentale. Et au CEMA. Voilà. Merci. Alors, je vois que les enfants sont arrivés depuis un moment et qu'ils sont très, très sages au fond de la salle. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je pense que c'est quand même un peu compliqué d'attendre leur tour. Il est -10, j'ai jusqu'à midi. Alors, je vais essayer de raccourcir un peu mon propos. On m'a demandé d'intervenir sur l'écoute des enfants dans la médiation familiale, puisque c'est aussi une sphère dans laquelle les enfants peuvent être entendus. Ce n'est pas toujours connu des professionnels et des avocats des parents, mais l'enfant peut intervenir dans le cadre de la médiation familiale de leurs parents. J'avais trouvé un chiffre qui date un peu, mais qui ne doit pas avoir tellement changé, dans le rapport du défenseur des droits de l'enfant de 2008. Donc ça date un peu. Il y a 43% des enfants qui perdent le contact avec un des parents dans les 2 à 5 ans qui suivent la séparation. Donc c'est assez important, c'est presque 1 sur 2, hein, quand on dit 43%. Parce qu'on se rend compte que la réaction des enfants et des ados, elle est sans nuance. Après la séparation, souvent les enfants ont besoin ou pensent qu'il faut prendre parti pour l'un ou pour l'autre et complètement casser avec l'un ou l'autre de leurs parents, et ce qui crée une rupture. C'est souvent le parent avec lequel soit ils ont le moins de contact, soit avec qui ils ne vivent pas le quotidien, donc ils voient beaucoup moins. On a évoqué la loi de 2007 qui a été modifiée en 2016 sur la protection de l'enfance et qui confirme que l'enfant est un sujet de droit. On n'a pas parlé de l'article 388.1 depuis ce matin, qui est l'article du Code civil qui rappelle que l'enfant est entendu dans toutes les procédures qu'il concerne. C'est notre article du Code civil de notre droit interne et se pose la question, évidemment, de la place de l'enfant dans la médiation familiale, puisque la médiation familiale, quand elle est dans le cadre d'une séparation, puisqu'on peut avoir une médiation familiale aussi en dehors de toute séparation, mais quand elle est dans le cadre de la séparation, elle concerne bien évidemment en premier lieu les enfants, puisque après la séparation, il faut un peu décider de l'organisation des enfants. La médiation familiale, elle peut être conventionnelle ou judiciaire. Conventionnelle, c'est les parents qui décident de cette médiation
en règle générale avec leurs avocats qui préconisent cette médiation. Et puis elle peut être suggérée, on va dire, par le juge des affaires familiales à l'audience. Le JAF doit recueillir, vous me couperez si je me trompe, recueillir l'accord des parents pour suivre cette médiation. En fait, on recueille l'accord parce que s'il n'y a pas d'accord et si on impose une médiation familiale, très clairement, le médiateur ne pourra pas faire grand-chose quand la personne, et on le sent, je trouve pas un mot, obligée en fait de suivre cette médiation quand elle s'y sent contrainte. La médiation familiale, ça ne marche pas. Il y a donc des médiations. Dans quel contexte, familiaux, on peut avoir des médiations parents avec enfants? Alors, c'est parents ados, parents enfants. Moi, dans le cadre de mes médiations familiales, je reçois les enfants, comme je les reçois d'ailleurs quand je suis avocat d'enfants et que je les accompagne chez le JAF, c'est à peu près à partir de 6-7 ans. Alors, on parle du discernement, il n'y a pas de définition du discernement. Moi, je considère, et parce que les parents le souhaitent, moi je les entends et je les accueille en médiation familiale à partir de 6-7 ans, à partir du moment où ils savent s'exprimer, où ils expriment leurs besoins, où ils expriment leurs émotions et où ils ont envie de venir. Évidemment, un enfant qui n'a pas envie de venir en médiation familiale, c'est pareil que les parents, s'ils n'y consentent pas, ça ne fonctionne pas. On aura un enfant qui va se mettre de côté, qui ne va pas nous parler, qui va regarder ses pieds et qui n'aura pas envie de parler, en fait, tout simplement, et qui ne voudra pas être là. Il y a différents cas donc, de contextes familiaux. Il y a le cas qu'on connaît le plus souvent, c'est le conflit parental persistant après la séparation. Il y a aussi des cas où l'enfant est tiraillé entre ses deux parents, puisqu'il pense qu'il faut choisir entre l'un des parents à l'issue de la séparation. Quand il y a un hyper conflit des parents et qu'il y a eu une audience, une procédure judiciaire en cours et qu'il y a déjà eu une audience et déjà eu une audition devant le JAF, l'avocat, il a son enfant. L'enfant a son avocat, pardon. Moi, J'accueille l'avocat en médiation familiale. Je le dis parce que parfois les avocats ont l'impression qu'on les exclut, qu'ils n'ont pas leur place en médiation. En tant qu'avocat d'enfant, j'avais assisté 2 petites filles en audition JAF. Et alors c'est un peu moi qui l'avais suggéré à la maman à la porte. Bon. En tant qu'avocat d'enfant, je m'étais dit, de toute façon, je suis là dans l'intérêt de l'enfant, donc je vais faire des propositions que peut-être son avocat n'a pas fait, tant pis, j'avais été un petit peu au-delà, mais moi, j'étais dans mon idée l'intérêt des enfants. Et donc, j'avais dit à la maman, vous savez, vous devriez demander parler de la médiation familiale avec votre avocat, que votre avocat en parle à l'avocat de monsieur, etc. Et au cours de l'audience suivante, les parents étaient d'accord pour une médiation familiale, incluant les 2 petites filles qui étaient en rupture de lien avec leur papa. Sauf que les petites filles m'avaient dit, on n'ira pas à la médiation si tu n'es pas là. C'était il y a 7 ou 8 ans. Hein. Donc je leur dis, oui, mais moi je suis ton avocat devant le JAF, j'ai été désignée par le bâtonnier, je ne sais pas trop si... Puis je m'étais dit, de toute façon, il faut que j'y aille parce que la médiation familiale avec les enfants n'aura pas lieu si je ne suis pas là, puisque les enfants voulaient que je sois là. La médiatrice, qui déjà n'était pas formée à la médiation familiale avec l'accueil des enfants, déjà pour elle, recevoir les enfants, ça lui semblait compliqué, mais bon, elle avait une injonction, elle avait une désignation du juge, donc il fallait qu'elle le fasse. Mais alors en plus, voir l'avocate d'enfant débarquer à côté des enfants dont elle ne comprenait pas le rôle, etc. Bon, comme je lui ai expliqué que j'étais médiatrice, je ne sais pas si ça l'a rassurée, mais bon, on avait préparé les entretiens des enfants avant, mais donc j'ai accompagné les enfants, on a fait au moins 3 ou 4 séances, je crois, à l'époque. C'était avec le papa qui avait une rupture de lien. Et donc, les enfants, elles étaient rassurées que je sois à leur côté, qu'on prépare les auditions. Et c'est vrai que ça permettait de préparer les séances, d'en parler après aussi, qu'elles fassent un débrief avec quelqu'un d'autre qui ne soit ni la maman, encore moins le papa, puisqu'elles n'avaient pas de relation avec lui. Mais voilà, et cette médiation, c'était
alors, je ne sais pas si je dois dire bien terminé parce que c'est un jugement, mais en tout cas, alors qu'au début, elles ne voulaient plus voir leur père et c'était catégorique, je me souviens qu'à la 3e séance, elles ont été goûtées avec le papa à la sortie. Le papa, il en avait même les larmes aux yeux. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent et encore une fois, si vous êtes médiateur, que vous faites de la médiation familiale et que vous êtes formé à l'accueil des enfants, voilà, ne fermez pas la porte aux avocats parce qu'en fait, il faut les voir comme un soutien et comme une grande aide dans le cadre des médiations familiales. Les personnes qui peuvent orienter à cette médiation familiale, parents-enfants, parents-ados, c'est les avocats des parents, bien sûr, c'est le JAF qui a la possibilité à l'audience de dire, voilà, je voudrais qu'on inclue un enfant, c'est pas forcément toute la fratrie, ça peut être un des enfants ou tous les enfants. Ça peut être les psys qui peuvent en parler, ça peut être les éducateurs, les avocats d'enfants, enfin voilà, toutes les personnes professionnelles autour de la famille qui peuvent orienter sur la médiation familiale, incluant les enfants. Alors, quels sont les objectifs pour les enfants et pour les ados ? C'est parfois tout simplement recommuniquer et reprendre le lien avec le parent avec lequel ils sont en rupture. C'est exprimer leurs besoins et leurs émotions. Je ne sais plus qui a dit je crois que c'est Madame Hébrard qui disait tout à l'heure que les parents ne savent pas ce que leurs enfants pensent et que les enfants, souvent, alors quand on les reçoit aussi en tant qu'avocat d'enfants, souvent je leur dis, mais est-ce que tu en as parlé à ton père? Est-ce que tu en as parlé à ta mère? Ah non, jamais. Et en fait, on se rend compte que dans certaines familles, il n'y a absolument aucune communication. Tout le monde pense que l'autre pense que, mais en fait, ils ne communiquent pas du tout. L'espace de médiation familiale, incluant les enfants, ça permet ça. Ça permet de dire les choses, d'être aidé par un tiers neutre qui est le médiateur et d'aller en fait finalement au-delà de l'audition chez le JAF, parce que l'audition chez le JAF, on l'a entendu, c'est un compte-rendu. Le compte-rendu qui est bientôt adressé aux parents, en tout cas sur Paris, ce n'était pas encore le cas, mais le compte-rendu, en tout cas, il est donné à la connaissance des parents des avocats. Mais après, on ne sait pas ce qui en est fait et comment la discussion se fait autour de cette audition. Quand on est dans un processus de médiation, ce qui est intéressant, c'est que le médiateur, alors le process, c'est qu'il reçoit, d'abord, il a des séances avec les parents en cherchant les objectifs des parents, ce qu'ils en attendent, ce qu'ils ont dit à leurs enfants de la séparation, quels sont les besoins de chacun, ce qui se joue dans la famille, quel est le rôle. Enfin bon, on fait tout un travail avec les parents. Et puis ensuite, on reçoit l'enfant. Là, j'ai plus que 2 minutes. Alors, je passe assez vite sur le processus de la médiation familiale. Si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter de la façon dont ça se passe. Pour conclure en 2 minutes, je me rends compte que alors je suis d'accord avec Lorraine, quand on fait ce métier, quand on est avocat d'enfants, ce qui est mon cas depuis un certain nombre d'années, on aime les enfants. Ça, c'est clair que moi, si je pouvais faire que avocat d'enfants, je ne serais qu'avocate d'enfants et que médiatrice familiale en intégrant les enfants. On se rend compte quand on les écoute que les enfants sont hyper courageux, qu'ils sont très matures, qu'ils ont beaucoup de courage. Souvent, je leur dis, que ce soit quand je suis avocat d'enfant, quand je les prépare à l'audition JAF ou dans le cadre de la médiation, ça, est-ce que tu es d'accord pour qu'on le dise? Est-ce que tu veux qu'on le reformule? Non, on le dit comme ça, cash, et on y va. C'est vrai que ça nous fait, nous, penser à quel enfant on a pu être et quelle communication nous-mêmes on a pu avoir avec nos parents. Moi, je me rends souvent compte qu'ils ont beaucoup plus de courage, de maturité, de spontanéité. Et ils assument en fait. Ils assument vraiment, dès qu'on leur donne la parole, ils sont effectivement tellement contents de l'avoir et qu'on va en faire quelque chose aussi. C'est pas seulement on les écoute, mais qu'en fait on va en faire quelque chose. Et en médiation familiale, on va travailler cette parole avec les parents après dans le cadre des entretiens, les entretiens de restitution qu'on peut faire avec l'enfant, sans l'enfant,
avec les deux parents, avec l'un des parents. En fait, la médiation familiale, ça permet le sur-mesure. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'il faut s'adapter à chaque situation de famille. Je conclurai pour dire que il faut, si vous êtes déjà médiateur, formez-vous à la médiation familiale parents-ados, parents-enfants. C'est pas parce qu'on a déjà entendu des enfants, c'est pas parce qu'on est avocat d'enfants, ce qui était mon cas. Vraiment, il faut se former, il faut pas faire on ne peut pas se permettre d'improviser avec des enfants. Donc voilà, formez-vous. Il y a une excellente formatrice et je suis obligée de la nommer parce que c'est Jocelyne Dahan et que c'est elle qui m'a formée. Elle était à la Ligue française santé mentale, elle est maintenant au CEMA. Il y a plein de formations, il y a la FENAMEF, il y a dans d'autres, je ne les ai pas tous, à la PME aussi, il y a des formations. Voilà, mais formez-vous à la médiation parents-enfants, parents-ados pour la reprise des liens parce qu'il ne faut pas y aller comme ça sans savoir ce que l'on fait. Merci. Midi 4. On a le temps d'avoir quelques questions dans la salle? Non? Donc pas de questions. On fera les questions après la table ronde des enfants, des ados ou cet après-midi. Voilà, il y aura plus de temps. Merci pour toutes ces contributions vraiment passionnantes. Et riches. Qui confirment la nécessité de la formation, la nécessité de l'audition amiable et à quel point il est essentiel de poser le bon cadre. Merci de rendre hommage au diplôme universitaire des auditeurs d'enfants que je co-dirige avec Blandine Malvet, mais auquel participent des intervenants exceptionnels depuis 4 promotions et demie, qui font la richesse de ce diplôme par sa pluridisciplinarité et qui est véritablement, je pense que les diplômés, il y en a un certain nombre ici, pourront témoigner à l'heure du déjeuner, c'est une conduite de changement qui s'opère entre le mois d'octobre et le mois de mai des années.